Et puis nous, on va parler de respiration un peu avec Richard, mais j'aimerais bien te demander en premier à toi, Sébastien, avec les cours de théâtre que tu as sûrement pris, les pièces de théâtre que tu joues maintenant, les exercices de respiration, tu les fais, toi? Bien, évidemment, pendant notre période de formation dans les écoles de théâtre, il y a des cours de respiration parce qu'évidemment, il faut apprendre à projeter dans des grandes salles. Mais évidemment, quand on était à l'école, c'est plus petit comme salle, mais très content à un moment donné d'avoir développé notre instrument vocal pour pouvoir remplir une salle comme du CEP ou le TNM, qui sont des salles à 700-800 places, pour essayer d'aller porter notre voix jusqu'en arrière. Pour que les gens soient intéressés par nous, parce que c'est vraiment notre voix qui fait le focus. Quand on parle, c'est grâce à notre voix qu'on va chercher l'œil du public. Parle donc fort, parce que Mais je battrai jamais Stéphano. Il y a eu des cours approfondis, je sais pas où, mais il battra toujours n'importe... Il y a Yves Corbeil et lui, même combat. C'est bon. Mais Richard, c'est plus important qu'on le pense, la respiration. Ben, oui, la respiration, c'est important. C'est dans les... C'est pas mal essentiel, hein? C'est essentiel. Il y a plusieurs citations, évidemment. La respiration, c'est tellement central. Une citation anonyme, le sexe, c'est comme l'air qu'on respire, ça ne semble pas important jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. En fait, oui, l'oxygène est le principal déclencheur de l'évolution de la vie sur Terre. Et les fameuses cyanobactéries qu'on retrouve dans nos lacs aujourd'hui sont apparues il y a plusieurs milliards d'années. Et ce sont elles qui ont commencé par photosynthèse à relâcher de l'oxygène dans l'atmosphère. Ça a été suivi des algues, ça a été suivi des fougères, des différentes plantes terrestres. Et tout ça, ça a permis l'augmentation de l'oxygène atmosphérique et ça a permis l'éclosion des autres formes de vie. Les poissons, les mammifères et, il y a quelques 200 millions d'années, les dinosaures. L'homme est apparu beaucoup plus tard, il y a environ 200 000 ans. Et on peut voir ici l'homme des cavernes. Je ne sais pas si... Excuse-moi! C'est Stéphano, avec des cheveux, avec des cheveux, c'est sûr que... Apparemment, l'homme des cavernes avait des cheveux à cette époque-là. Non, mais il ressemble à Patrick Bourgeois des bébés, c'est bon! Oui. J'avais jamais remarqué ça. Bon, je vous ramène à l'ordre, là. La carence d'oxygène, évidemment, chez l'être humain, signe la disparition de la vie. Nous mourrons toujours par manque d'oxygène. La respiration, fondamentalement, c'est un échange gazeux où on consomme de l'oxygène et on rejette du dioxyde de carbone. L'oxygène est utilisé par les cellules pour fabriquer de l'énergie, alors que le CO2, c'est un déchet métabolique de ce processus-là. Les déchets métaboliques des végétaux sont les aliments des animaux et réciproquement. Et c'est ça, la véritable écologie, l'équilibre entre les animaux et les végétaux qui produisent l'oxygène et puis qui le consomment. On oublie ça, mais c'est la réalité. Si on le regarde non pas au niveau écologique, mais au niveau physiologique, la circulation sanguine, son objectif, c'est d'apporter l'oxygène au tissu par les vaisseaux qui vont aller se charger en oxygène au niveau du poumon. La fonction du système respiratoire, c'est donc essentiellement de capter l'oxygène de l'air, de l'amener aux cellules dans les tissus et d'évacuer le CO2 qui est le déchet du métabolisme cellulaire. C'est l'hémoglobine des globules rouges qui capte l'oxygène au niveau des poumons et qui va le relarguer au niveau des tissus. La respiration est évidemment finement contrôlée pour maintenir constant les niveaux d'oxygène et de CO2. L'oxygène est important, comme on le sait, pour alimenter les cellules en carburant, alors que le CO2 produit de l'acide carbonique qui est important pour contrôler le pH du sang, pour contrôler l'acidité du sang. Et le corps, évidemment, adapte la respiration aux besoins du corps. Une respiration lente lorsqu'on dort, une respiration accélérée lorsqu'on fait de l'exercice. Parmi tous les systèmes physiologiques qui régissent le fonctionnement du corps dont on a parlé à Campagne depuis le début de l'année, c'est le système respiratoire qui est le plus influencé par le stress. De toutes les activités du système nerveux autonome, indépendant, vous ne pouvez pas contrôler votre mouvement de l'intestin, votre rythme cardiaque, vous ne pouvez pas contrôler vos sécrétions d'hormones, mais vous pouvez contrôler votre respiration. C'est la seule activité du système nerveux autonome qu'on peut contrôler de façon consciente. En pratique, la plupart des gens respirent très mal. Et c'est pour ça qu'on a pensé une notion de respiration 101. Pour respirer de façon adéquate, vous devez abaisser le gros muscle du diaphragme pour baisser le diaphragme de façon à ce qu'on ait plus d'espace pour que les poumons puissent se remplir d'air. En pratique, ça veut dire gonfler le ventre lors de l'inspiration.
Il y a de multiples facteurs, évidemment, vous le soupçonnez, qui vont influencer la respiration. Et si on en regarde quelques-uns, il y a plusieurs facteurs qui vont augmenter votre débit respiratoire. L'altitude élevée, les empoisonnements, la fièvre, l'anxiété. Tout ça, ça va causer de l'hyperventilation, ça va causer de la perte de CO2, ça va causer une augmentation du pH sanguin. Et ça cause ce qu'on appelle l'alcalose respiratoire. Et ça, c'est pas bon. À l'opposé, une respiration profonde active le nerf vague, qu'on appelle aussi pneumogastrique. Pneumo, poumon, gastrique, estomac. Et ça, c'est lié au système parasympathique. Et ce système-là, ça ralentit le rythme cardiaque. Okay. C'est pour ça qu'on peut, en ralentissant notre respiration, ralentir notre rythme cardiaque. Les longues inspirations profondes réduisent l'activité du système nerveux autonome sympathique, ce qui entraîne un ralentissement du pouls, une diminution de la pression sanguine, un élargissement des vaisseaux sanguins périphériques et une chute du tonus musculaire. Grâce à de longues inspirations profondes, on peut donc passer consciemment d'une phase d'activité à une phase de repos. Et on peut utiliser cette méthode-là pour gérer le stress. Alors, vu que c'est une soirée de gars, je termine avec 2 citations qui sont plus gars. Une citation d'Eugène Labiche. Elle respirait l'honnêteté, seulement elle avait la respiration très courte. Voilà. Une citation de Benny Hill. Le pantalon qu'elle portait était si moulant que je pouvais à peine respirer. Oui, bon. Bien sûr. Vous allez être d'accord avec moi, on a tous essayé, là, pendant que tu parlais, Richard, on a tous respiré plus profondément. Veux-tu en prendre une belle grande respiration, nous montrer comment ça se fait? En pratique, on devrait faire ça avec les jeunes. On a des groupes de karaté. Il y a des jeunes ici qui font du karaté. Le principe, quand on fait, dans tous les arts martiaux en yoga, c'est toujours de gonfler l'abdomen. Donc, on doit respirer en gonflant le ventre, puis ensuite gonfler le thorax, et ensuite, l'inverse, on rentre le ventre, puis on baisse le thorax. Donc, on gonfle dans l'ordre. En haut, puis on descend en bas comme ça. C'est ça qui donne le meilleur mouvement du diaphragme. C'est ça qui est le meilleur pour la respiration. C'est la respiration du yoga, en fait. C'est la seule condition où il est santé d'avoir un gros ventre rempli d'air et non pas de graisse. Donc, on peut avoir le ventre gros lorsqu'on respire. Je me sens mieux déjà. Merci beaucoup, Richard.